Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Réunion décisive à Vienne des ministres de l'OPEP avec un accord sur une augmentation de la production pétrolière à 800 000 barils par jour. Un geste sans doute insuffisant pour faire baisser le prix du carburant. Après le conflit des transporteurs routiers en France, l'effet de contagion en Belgique, manifestation dans le centre de Bruxelles, plusieurs centaines de camions, d'autocars et aussi de taxis. Les Jeux Olympiques de Sydney, la plupart des délégations sont sur place, les athlètes à l'entraînement, passage en revue des héros qui feront ces Jeux. Francis Huster sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin avec J'adore la vie, un spectacle en solo, mis en forme à partir de textes d'Octave Mirbeau, un tournant dans la carrière de Francis Huster, qui est donc l'invité de ce journal. Depuis la mi-journée, il n'y a plus un seul barrage devant les dépôts de carburant. Ainsi donc s'achève, après une semaine de crise, le conflit des transporteurs routiers. Le retour à l'ordre normal devrait être effectif dès demain avec le réapprovisionnement complet des stations essence. Désormais, il n'y a plus d'accès réservé aux véhicules prioritaires et le transport des carburants s'est effectué tout au long du week-end. L'exemple de Marseille, où ce matin, les 2/3 des pompes étaient à nouveau en mesure de faire face à la demande des automobilistes. Yannick Aroussier, Christophe Larocca. Il y a des jours où un geste machinal prend une importance particulière, surtout quand on est la première cliente de la station-service qui vient de rouvrir. C'est la première fois que je suis ici contente de faire plein. Vous avez attendu combien de temps? Une bonne heure et demie, presque deux même. Ce camion-citerne était attendu comme le Messie ce matin. Dès la nouvelle de son arrivée connue, la file d'attente se forme. Elle déborde très vite sur le boulevard. Plusieurs dizaines d'automobilistes prennent leur mal en patience. J'ai fait le tour du quartier ce matin avec mon scout pour voir les pompes ouvertes. Et puis j'ai trouvé celle-là, donc je pense que ça va marcher. Hein. Et oui, ça marche, et pour tous les types de carburant, il était temps, après une semaine de blocus. Là, ça devenait un petit peu limite depuis hier. J'ai été la première en rade. Et là, je dois partir à Nîmes, donc je le fais parce que j'ai besoin, effectivement, mais ça va, ça ne m'a pas traumatisé. Après 5 jours de panne sèche, la station revit. Beaucoup de monde, oui. Parce qu'avec la grêle qu'il y a eu, automatiquement les gens se ruent sur la station pour faire le plein. À quelques centaines de mètres de là, changement total d'ambiance. Pas de chance, ici la station n'a pu être livrée. Pourtant son gérant en avait fait la demande dès hier. Oui, de suite, mais bon, il y a peut-être des priorités, je ne sais pas. Et on vous a répondu donc Oui, on m'a répondu que c'était demain matin. Le retour à la normale est prévu pour mercredi dans les 17 000 stations-service de France. Et aujourd'hui, le gouvernement a évalué la facture du conflit. C'est le ministre de l'économie et des finances, invité de nos confrères RTL Le Monde, qui a fait ses comptes. Je vous propose d'écouter Laurent Fabius. Quand l'État donne à certaines corporations, est évidemment que c'est pris sur la masse des Français. Ça représente, pour être très précis, sur 2 années, 2000-2001, de l'ordre de 3 milliards de francs, environ. Évidemment, ce sont 3 milliards de francs qui ne pourront pas aller à d'autres réductions d'impôts, qui ne pourront pas appeler à la réduction des déficits. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait supportable par la nation. En revanche, comme l'a dit fort bien le Premier ministre, on ne pouvait pas aller plus loin. On attendait beaucoup de la réunion cruciale à Vienne où sont réunis depuis ce matin les ministres de l'OPEP. Les 11 pays de l'organisation des pays exportateurs de pétrole ont décidé une hausse de la production équivalente à 800 000 barils par jour. Une décision qui ne devrait pas permettre d'envisager une solide baisse du prix du carburant. Sur place, notre envoyé spécial Patrice Romden. Dans le confort de leur chambre d'hôtel, les membres du cartel ont tranché au terme de 4 heures de palabres. Le premier à s'éclipser, le ministre de l'énergie du Qatar. Il vend la mèche. 800 000 barils supplémentaires par jour, annonce-t-il. À quelques mètres de là, un analyste anticipe sur la réaction du marché. Il prédit une baisse du prix du pétrole de quelques dollars, ce qui est l'intérêt commun des pays consommateurs et des pays producteurs. Si les prix augmentent trop, les consommateurs consomment moins et les pays consommateurs substituent le pétrole à d'autres sources énergétiques, en France au nucléaire ou au gaz. Et donc en fait la demande pétrolière baisse et les prix baisseront comme conséquence. Dans la foulée, les 11 délégations de l'OPEP se retrouvent au siège de l'organisation.
La presse connaît l'adresse. Après la carotte de l'augmentation de la production, le bâton à propos des taxes. Il ne faut pas en vouloir à l'OPEP, dit le représentant du Venezuela. Si l'essence est chère, c'est parce que le consommateur paie beaucoup trop de taxes. Le message s'adresse aux gouvernements occidentaux dont l'OPEP attend maintenant un geste. Le cartel semble donc avoir entendu et compris la complainte des Occidentaux. Pour autant, il n'a pas bazardé ses intérêts. Le Danube a beau charrier des flots de romantisme, les affaires restent les affaires. Toute la question est donc de savoir, on vous le disait, s'il faut ouvrir plus largement les robinets de l'or noir ou plutôt imaginer que les pays consommateurs baissent leurs taxes. Autant d'arguments déployés ces derniers mois face à cette augmentation sauvage du prix des carburants. Une augmentation qui s'explique par un certain nombre de mécanismes. David Boéry, Abdelzouyesh. Produire plus de pétrole pour faire baisser les prix. C'est ce que réclamaient les pays industrialisés, États-Unis en tête. Message reçu avec ce nouvel accord signé à Vienne. L'OPEP va augmenter sa production de près de 3% à partir du 1er octobre. Ce petit coup de pouce devrait freiner le mouvement de hausse des prix du brut, mais ce geste semble déjà insuffisant pour vraiment faire baisser les prix à la pompe. Plusieurs facteurs de hausse qui restent pour le prix du pétrole. Il y a d'une part qu'on entre dans l'hiver et qui fait que la consommation va monter, que les raffineries ne sont pas encore au point et qu'elles pourraient continuer à ne pas l'être, que la croissance économique est forte et donc il y a une très forte demande, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis enfin, une dernière raison qui pourrait faire monter le prix, c'est que l'euro va baisser ou pourrait baisser encore. Et en Europe en tout cas, comme le pétrole a un prix fixé en dollars, si l'euro baisse, le prix du pétrole monte. Déception donc pour les automobilistes. Malgré la décision de l'OPEP, la note risque bien d'être toujours aussi salée. L'accord est avant tout un signe destiné au marché. Un marché du pétrole où le prix du baril est monté jusqu'à 35 $ ces derniers jours, un record depuis 10 ans. Mais pour arriver à des prix plus raisonnables, autour des 25 $, les opérateurs attendaient une augmentation de la production 2 fois plus importante. Car les experts restent inquiets, dans les pays occidentaux, les stocks sont au plus bas, alors que la consommation est en forte hausse avant l'hiver, notamment en fioul domestique. De quoi redouter des prix encore très élevés jusqu'à la fin de l'année. D'ici là, l'OPEP se réunira à nouveau le 12 novembre prochain pour étudier l'évolution des cours et décider éventuellement d'une nouvelle augmentation de sa production. Et l'effet de contagion, devant la flambée des prix des carburants en Belgique, les patrons routiers ont investi le centre de Bruxelles, un cortège d'une centaine de véhicules, des camions, mais aussi des autocars et des taxis. Simple coup de colère ou début d'un mouvement qui pourrait durer, nous verrons. Et puis en Grande-Bretagne, le blocus des raffineries, où l'on retrouve côte à côte routiers et agriculteurs. Ce blocus se poursuit en s'intensifiant. La pénurie menace de nombreuses stations-service. Au total, 6 dépôts de carburant ont été bloqués aujourd'hui. Mouvement qui pourrait également toucher l'Écosse. Par ailleurs, aux Pays-Bas, au Danemark ou en Italie, mais aussi en Allemagne. Certaines manifestations ont ponctué cette fin de semaine, augmentant la préoccupation des gouvernements de l'Union européenne qui ont bien du mal à gérer cette crise du carburant. C'est en principe demain que les ex-otages de Jolo devraient via Tripoli regagner l'Europe. Ce matin, les premiers moments de liberté consacrés à la plongée pour Stéphane Loisy. Au plan des négociations maintenant concernant nos deux confrères Jean-Jacques Le Garec et Roland Madura, il semblerait que leur libération soit reportée éventuellement en milieu de semaine. Commentaire Gérard Grisbeck. La plongée, c'est quand même une grande passion pour moi. J'ai été otage à cause du fait que j'étais plongeur. Donc je pense que si dès le lendemain de ma libération, je peux faire une plongée dans un endroit qui, ma foi, m'a pas l'air mal, je pense que ça va bien nous consoler. Voilà ce que nous disait hier Stéphane Loisy, joint par téléphone. Aujourd'hui, l'otage français, fraîchement libéré, a donc profité de son loisir préféré. Il a pu explorer les coraux au large de l'île de Mactan. La nuit avait été bonne et le petit déjeuner particulièrement apprécié selon le personnel de l'hôtel. L'eau est un peu froide, ou alors je ne suis peut-être pas en pleine forme, je ne sais pas. Que ressentez-vous? Quelque chose comme la liberté. Une journée de bonheur en attendant l'avion libyen qui doit emmener les ex-otages à Tripoli. C'est ce qu'a annoncé le Philippin Roberto Aventarado qui poursuit les négociations.
À Gaza, l'OLP a décidé, c'est officiel, de ne fixer aucune date pour la proclamation d'un État palestinien prévu le 13 septembre prochain, date qui a donc été ajournée, qui posait problème dans le fragile processus de paix au Proche-Orient. La viande d'espoir pour ces enfants malades du Kosovo, une initiative appuyée par Bernard Kouchner et soutenue par le professeur Alain Deloche, président de cette association, qui permet de soigner les plus déshérités, avec pour date symbole la journée contre la violence au Kosovo. Sébastien Leguet et Jean-François Meunier ont suivi un petit Albanais âgé de 7 ans qui souffre d'une grave insuffisance rénale. Oti aime bien se réfugier dans les bras des infirmières. Il porte l'uniforme, comme son père, un combattant de l'Utcheka mort pendant la guerre. Quant à sa mère, elle est trop pauvre pour s'en occuper. Si vous posez une question à ce petit Albanais, il se peut qu'il proteste. Je suis trop timide. Oti, 7 ans, part pour 2 mois en France soigner ses reins malades. Le premier n'est déjà plus fonctionnel, le deuxième est menacé, à son tour. Il faut à tout prix sauver ce rein. Sans ça, c'est un enfant qui serait ce qu'on appelle dialysé, c'est-à-dire qu'il serait sous rein artificiel. Et vous imaginez qu'à cet âge-là, dans les conditions qu'il y a ici, c'est extrêmement grave. Nous avons de très bons chirurgiens formés à l'étranger, mais l'équipement ne suit pas. Ici, nous travaillons comme il y a 50 ans. Sur le parking de l'hôpital, Oti observe ses futurs compagnons de voyage. Le protocole a prévu qu'il quitte ici sa tante, mais comme l'enfant ne l'entend pas de cette oreille, cette femme devra l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Sur place, il va retrouver 35 enfants. Les Serbes, venus par hélicoptère de Mitrovica, attendent dans une pièce à part. Mais ils ne semblent pas gênés de participer avec des Albanais à la chaîne de l'espoir. Je souhaite beaucoup de chance aux Albanais pour que leurs enfants guérissent, comme les nôtres, pour qu'ils reviennent tous sains et saufs. La CAFOR, l'armée française et l'Office des migrations internationales ont apporté leur concours à l'opération. Alors, cela vaut bien une photo avec les officiels. Oui, c'est un joli jour. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est parti pour 5 heures de vol à bord d'un avion militaire. Oti mettra du temps à s'endormir. Il sera opéré à l'hôpital Necker à Paris. Pour d'autres, ce sera Bordeaux, Monaco, Londres. À l'arrivée à Villacoublay, sa famille d'accueil lui tend les bras. Là, c'est pour toi. Ça, c'est les papiers. Oui. Oti, marqué. Oti. Tu vois, il va guérir Oti. Au sud de l'Italie, la crue d'un torrent a dévasté un camping dans lequel se trouvait un groupe d'handicapés. Le bilan provisoire est lourd. 7 personnes ont trouvé la mort. Les secours ont eu d'énormes difficultés à accéder au lieu du drame, toute cette région ayant été touchée par les inondations. Correspondance Isabelle Stès, Dominique Merlin. Le torrent a surpris les campeurs en plein sommeil. C'est à l'aube, 5 heures du matin, que les eaux rendues furieuses par de fortes pluies se sont déchaînées sur le camping situé juste au bord de la rive. Un camping dont il ne reste que ces images de chaos. Parmi les vacanciers, une vingtaine de handicapés et leurs accompagnateurs calabrés. Ils sont restés bloqués des heures dans la boue avant que les secours puissent enfin accéder au site. Avec toute cette eau, on ne comprenait plus ce qu'il fallait faire. Nous avions à côté de nous accompagnateurs les malades et l'on ne savait plus si on devait les prendre ou sauver notre peau. Alors on a perdu du temps. 7 d'entre eux sont morts selon un dernier bilan et dans sa fureur, le torrent a même emporté des cadavres jusqu'à la mer. Les secours recherchent encore une dizaine de disparus. À la douleur s'ajoute déjà la polémique. Les conditions de sécurité du camping avaient été mises en cause à plusieurs reprises dans une région où la mafia favorise une urbanisation sauvage. Il a fallu attendre cette catastrophe pour que la direction anti-mafia ouvre une enquête. Inondations, éboulements, torrents de boue, depuis 3 jours, c'est toute la Calabre qui est frappée par de terribles intempéries. Ainsi, des centaines de familles ont été évacuées dans les villes côtières. Et selon nos dernières informations, le bilan s'élèverait à l'heure qu'il est à 10 morts et 12 disparus. Près de Nice, cet incendie dans une maison de retraite hier soir. Le feu s'est déclaré dans l'une des chambres de l'institution qui abrite une quarantaine de patients. Une femme de 84 ans a trouvé la mort ainsi qu'une seconde victime. On ignore les raisons pour l'instant de ce sinistre.
Une page médecine avec dès demain l'ouverture des entretiens de Bichat. Parmi les thèmes qui seront abordés lors de ce rendez-vous incontournable, le vertige, un désagrément ou une maladie qui touche près de 4 millions de personnes en France. Les cas les plus graves clouent les patients au lit avec des nausées, voire des vomissements. La plupart du temps, ce n'est pas le cerveau qui est en cause, mais l'oreille interne. Le vertige peut être domestiqué par des rééducations soutenues. Florent Muller, Jean-Louis Boussert. Votre perception de la verticalité est inclinée vers la gauche actuellement. Vous devez essayer de corriger. Les pupilles oscillent peu à peu et la voilà emportée par la roue de l'infortune. Cette femme n'est pas ivre, elle souffre comme un Français sur 10 de vertige. Placée sur un sol instable, la voilà tâtonnant l'espace à la recherche d'un appui improbable. Tout a commencé il y a 1 an et demi, au lendemain d'un accident de voiture. Pendant plusieurs mois, j'étais pas à l'aise, comme ivre. Quand je marchais, quand je me levais, c'était pas net dans ma tête. Jusqu'à temps que j'ai consulté un neurologue qui m'a dit que c'était pas du tout son rôle. Non, car ces vertiges n'ont pas été générés par un choc cérébral, c'est son oreille qui est au centre du problème. Plus précisément, ce sont ses otolithes qui ont été perturbés. Un mot savant désignant les petits cristaux de l'oreille interne qui agissent comme des fils à plomb pour le regard. L'oreille interne prend le gouvernail de l'équilibre. Quand la vision bouge, quand le sol est instable, c'est l'oreille interne qui dit non, on est bien droit. Et dans ces conditions-là, elle est perdue, ce qui prouve la déficience de ce système. Lorsque l'oreille interne est ainsi modifiée, on peut envisager une intervention chirurgicale. Mais bien souvent, les séances de rééducation suffisent. Il y a peu, Janine ne pouvait mettre un pied dans son jardin, incapable de descendre ces quelques marches. Il faut apprendre à bien respirer, à se détendre et surtout fixer un point. C'est un exploit alors? C'est un exploit, oui, parce que tout ça, avant, il fallait mesurer, il fallait faire attention, il fallait se tenir à droite à gauche. Et là, je descends et je monte sans problème. Mais lorsque tout s'agite autour d'elle, les vertiges la tourmentent à nouveau. Il faudra encore à Janine quelques séances avant d'avoir totalement les pieds sur terre. À Biarritz, l'université d'été du Parti radical, l'une des composantes de l'UDF, le plus ancien parti de France. Y étaient présents quelques personnalités de l'opposition, comme Michel Alliot-Marie, François Bayrou ou encore Alain Juppé. L'ancien Premier ministre a estimé que l'opposition devait proposer un discours clair et mobilisateur autour d'un champion qui n'est autre pour Alain Juppé que le président de la République. Laurent Hakim, Gilbert Uzan. Des meetings politiques dans des cabines téléphoniques, la plaisanterie circule encore pour se moquer des radicaux et de leurs effectifs réduits. Pourtant, cette année, le Parti radical a préféré, au bout de la rue, se payer le casino de Biarritz. Et pour peaufiner le grand jeu, il fallait inviter les stars de l'opposition. À déjeuner, Michel Alliot-Marie, elle ne restera qu'une demi-heure. Au dîner, Philippe Douste-Blazy. On vous attend au casino de Bellevue et non pas au municipal ou au palais. Le temps de lui indiquer son chemin, une petite tournée des tables et puis le vice-président de l'UDF s'éclipsera à son tour. Alain Juppé, il avait boudé l'université d'été du RPR, cette fois il est bien là, mais le constat qu'il dresse n'est pas très gai. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition ressemble davantage à un champ clos dans lequel s'échauffent les écuries présidentielles qu'à une grande force politique en train de concevoir un projet d'alternance pour le pays. Et pourtant, ça ne serait pas si difficile que cela. Quant à François Bayrou, président de la holding UDF, il cherche aussi la bonne recette. Comment allons-nous faire pour ne pas donner l'impression que chaque alternance, elle conduit simplement à changer l'équipe en place pour la remplacer par l'équipe précédente? Alors les radicaux s'imaginent déjà en infirmier d'une opposition convalescente. D'avoir donné l'occasion à Alain Juppé d'écouter François Bayrou et réciproquement est déjà pour moi avoir fait œuvre très utile. Surfer sur les problèmes du gouvernement ou jouer son avenir à la roulette des prochaines élections. L'opposition a peut-être choisi à Biarritz le symbole pour entreprendre son renouveau. Retour sur le conflit des routiers, l'effet de contagion devant la flambée des prix du carburant. En Belgique, les patrons routiers ont investi le centre de Bruxelles, comme le montre ce reportage qui nous arrive à l'instant de Dorothée Cochard et Fabrice Dujardin. Les grévistes français font des émules. La manifestation devait prendre fin à 3 h de l'après-midi. Ils sont une centaine à bloquer encore le centre-ville. Normalement, c'était prévu pour simplement passer à Bruxelles, mais les francophones, ils ont maintenant tout bloqué. À cause de ça, on est aussi bloqué. Vous n'êtes pas en colère d'être bloqué? Ben non, absolument pas. Ils ont raison. Le gasoil est aussi cher pour eux que pour nous. Mais ils ont raison. S'ils divergent sur la méthode, Wallons et Flamands se retrouvent sur le fond. Même métier, même colère.
Au moins que le ministre bouge un peu son derrière. À la place d'empocher tout l'argent avec leurs taxes à la mort malneux, autant faire directement les baisses de gasoil. C'est bien d'empocher les compagnies pétrolières qui empochent des bénéfices monstres. Et nous autres, on fait quoi là-dedans? C'est le même problème que chez vous. On est tous dans la menace. Nos charges salariales sont déjà trop fortes. Nos taxes sont trop fortes. Notre prix du gasoil est trop fort. Selon les estimations des syndicats, une entreprise sur 10 devrait mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. La faute, d'abord, aux hausses du prix du gasoil. Ce que nous souhaitons, c'est qu'un transporteur puisse présenter au ministère des Finances ses factures de consommation de gasoil et qu'il lui soit ristourné une partie des taxes. Ils avaient rendez-vous demain, mais les manifestants exigent de rencontrer dès ce soir le ministre des Finances ou celui des Transports. Ici, on l'appelle le ministre de la Mobilité. Si son silence dure, c'est le statu quo qui risque de s'installer à Bruxelles. L'ouverture de la chasse dans 45 départements, ceux de la moitié sud de la France. La nouvelle loi adoptée en juillet dernier raccourcit les périodes de chasse du gibier d'eau, passant de 7 mois et demi à 4 ou 5 mois selon les espèces. Cette loi instaure également le mercredi comme jour de non-chasse. Autant de décisions qui sont loin de faire l'unanimité chez les chasseurs, qui ont bien l'intention de se battre précisément contre ce mercredi sans chasse, en demandant l'arbitrage de la Cour européenne des droits de l'homme. Le début des vendanges, un peu plus tôt que prévu, mais la saison s'annonce radieuse. Le soleil bordelais y est pour beaucoup. Les vendanges de blanc ont donc commencé en avance. Elles seront fructueuses, comme l'espèrent les viticulteurs, car ce millésime portera sur son étiquette le chiffre 2000. Éric Perrin, Philippe Dumail. Moral au beau fixe, le vignoble bordelais est actuellement tout sourire. Ou fait le mou, affirme le dicton. Ça tombe bien, avec les faibles précipitations du mois dernier, 10% du volume habituel, la chaleur et le soleil, les premières vendanges de raisins blancs sont, paraît-il, de grande qualité. En ce qui concerne le rouge, tout va se jouer dans les semaines à venir. Car l'année 2000 peut être grandiose, à condition que la météo ne change pas. Cette tension d'avant-vendange, André Lurton la connaît bien. Mais cette année, elle est montée d'un cran. Qu'on le veuille ou non, dans la vie d'un viticulteur, vendanger un millésime à 3,0, ça fait quelque chose. Je suis bientôt à ma 60e vendange, mais je dois dire que l'année 2000, c'est vraiment l'année de l'émotion. Parce qu'un millésime à 3,0, on va revoir ça dans 1000 ans. Alors vraiment, ça nous laisse quand même un effet, ça nous fait un effet assez exceptionnel, assez extraordinaire. Question, y aura-t-il également un effet 2000 sur les prix? Réponse dans un an lors de la campagne des primeurs. Mais on sent bien qu'on est loin des discours d'il y a quelques années, affirmant que la demande sur ce millésime pourrait permettre n'importe quel prix. Car le marché peine à se remettre de la flambée des prix de 1997. Les négociants ont des stocks, conséquence d'une certaine désaffection des consommateurs. C'est aussi un message qui nous a été adressé pour dire attention, on aime le vin, mais il y a une limite au prix qu'on est prêt à payer. Alors ça tombe bien parce que au moment où ce millésime 2000 pouvait peut-être donner des idées un peu excessives, eh bien, il convient de penser justement à ces messages que nous avons reçus. Le marché du vin saura-t-il rester raisonnable? C'est là toute la question, car on murmure dans les vignobles que si le millésime tient réellement ses promesses, l'année 2000 pourrait bien faire tourner la tête à quelques-uns. Formule 1 avec le Grand Prix d'Italie remporté par Michael Schumacher sur le circuit de Monza, une course qui a été marquée par un carambolage provoquant la mort d'un pompier. Christophe Duchiron. Schumacher a pris le meilleur départ avec dans son sillage la McLaren d'Hakkinen. Mais derrière, au passage de la deuxième chicane, se produit un terrible carambolage. 6 voitures sont impliquées et miraculeusement, malgré la violence du choc, aucun des pilotes n'est blessé. Pas même l'Espagnol de la Rosa, dont la voiture s'envole dans le ciel de Monza et retombe sur la Ferrari de Barrichello. Malheureusement, un pompier qui se précipitait pour porter secours aux accidentés a été percuté par une roue. En dépit des efforts des services médicaux qui lui prodiguent les premiers soins sur place, il décédera un peu plus tard à l'hôpital. Triste dimanche. La course, interrompue pendant 11 tours, a été finalement remportée par Michael Schumacher devant Mika Häkkinen, toujours en tête au championnat du monde. Schumacher vainqueur à Monza, devant 100 000 spectateurs. Après une série de revers lors des derniers Grands Prix, il était tout à sa joie, tout à son émotion d'avoir gagné. Mais au moment du podium et du champagne, n'y avait-il personne pour lui dire qu'un homme était en train de mourir.
Cette semaine sera celle de l'ouverture des Jeux Olympiques vendredi prochain à Sydney. Déjà sur place, la plupart des délégations et les athlètes à l'entraînement. Je vous propose de passer en revue ces champions qui seront les héros des Jeux. Julien Héréchon. C'est une contrée de démesure. Une île, un pays, presque un continent. L'Australie sera au centre du monde dès le 15 septembre, date d'ouverture des Jeux Olympiques de l'an 2000, des Jeux Olympiques de Sydney. Plus de 10 000 athlètes, 297 épreuves et quelques hommes et femmes prêts à entrer dans la légende du sport. Idole de tous les Australiens, 17 ans, 1,95 m pour 90 kg, on le surnomme et vous comprendrez aisément pourquoi. La torpille. Ian Thorpe est l'incontestable favori des 200 et 400 mètres nage libre à Sydney. Malgré son jeune âge, il a déjà pulvérisé une dizaine de records du monde. Chez lui, en Australie, là où le crawl est né, Thorpe est parti pour régner. Et peut-être voler la vedette à Alexandre Popov. Le Russe vise pourtant un 3e titre du 100 mètres nage libre. Né sous les bonnes étoiles, né sous la bannière des États-Unis, dans la grande tradition du sprint américain. Marion Jones tente un incroyable défi. 100 mètres, 200 mètres, 4x100, 4x400 et saut en longueur. Un objectif de 5 médailles d'or pour entrer dans l'histoire des Jeux Olympiques. Maurice Green, l'homme le plus rapide du monde, part également favori du 100 et du 4x100 mètres. 2 médailles d'or, c'est aussi ce que vise Michael Johnson sur 400 et 4x100 mètres. La statue, comme on le surnomme, n'a pas de réel adversaire sur le tour de piste. C'est la confrontation la plus attendue, le duel des antipodes. Marie-Josée Pérec, star française, triple championne olympique, quasi absente des pistes cette saison, défie Cathy Freeman, australienne aborigène, meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres. En 96, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, Pérec devance Freeman. À Sydney, l'heure de la revanche est arrivée, attendue comme jamais. Autre chance de médaille bleu-blanc-rouge, David Douillet. Il collectionne les médailles, bronze en 92, or en 96. Douillet est le porte-drapeau d'une sélection française de 341 athlètes, prêts à briller aux Jeux Olympiques de Sydney. Ils viennent du monde entier pour se déployer dans le ciel de Dieppe. Des centaines de cerfs-volants, certains d'une taille gigantesque, qui s'affrontent pendant plusieurs jours lors de cette 11e édition du Festival international. Fanny Auvergne, Pascal Pueyo. Comme un duel entre l'homme et ses drôles d'oiseaux. Une lutte contre l'attraction terrestre et les vents dominants pour pouvoir voler de ses propres ailes, un plaisir à faire tourner la tête. Plus de 2000 cerfs-volants venus des 5 continents se livrent à d'étranges joutes aériennes pendant 10 jours. Un ballet mouvant dont la réussite ne dépend que d'une seule chose, la force du vent. Car sans le moindre souffle, impossible de s'envoler. En principe, ce sont des cerfs-volants qui volent sans vent. Donc normalement, ils devraient voler. Mais pour certains, la compétition a une dimension spirituelle. Certains disent c'est de faire envoler ses soucis avec le cerf-volant. C'est sympathique, je trouve. Non ? En Europe, le cerf-volant reste avant tout un loisir. Mais au Guatemala, par exemple, c'est un objet presque religieux. Fait de bambou et de papier, ces géants ne volent qu'une fois par an, à la Toussaint, comme un moyen de communiquer avec le ciel. Pour le peuple maya, c'est une tradition. Illustrer ainsi ses coutumes, sa façon de vivre, de penser, car chaque cerf-volant porte un message différent. Le ciel de Dieppe a reçu des messages en 34 langues ce week-end, portés par des oiseaux de rêve, du lever du jour au crépuscule. Sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin, la rentrée de Francis Huster, ou plutôt peut-être le tournant dans la carrière de l'acteur, qui s'attaque désormais avec brio à la comédie, un genre qu'il n'avait pas encore vraiment exploré. Francis Huster en solo, changeant tour à tour de personnage sur des textes d'Octave Mirbeau qu'il a remaniés et mis en scène. Francis Huster adore la vie et le dit haut et fort. Portrait signé Françoise Roy, Jean-François Chevet. Mes pétunias, mes pétunias. Et puis alors, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois arriver? Je vois arriver. Un jardinier devenu fou ou un fou devenu jardinier? Vous n'y êtes pas. C'est Francis Huster qui répète sa pièce. Oh, là, du balai. Ça me permet d'être à l'air, quoi.
même s'il y a des pots d'échappement partout, mais pour moi c'est l'air. Je respire et puis ça me concentre. Cheveux rebelles, volubiles, passionnés, romantique et provocateur, à 53 ans, cet éternel jeune homme vole de succès en succès. Mais au fait, c'est quoi la vie? Un jeu. C'est-à-dire c'est comme un jeu de loi. Il y a des moments où on joue les dés et on fait double 6, et puis il y a des moments, rien du tout, quoi. Ça marche pas. On peut pas aller contre le destin. Il ne me plaît pas qu'il m'oblige. Et des doubles 6, il en a lancé. 30 rôles aux Français, dont Lorenzaccio en 78. Cinéma, télévision, livre, il n'a même pas peur du bonheur, sauf peut-être d'une petite chose. Moi j'ai peur de la mort. Et comme j'ai peur de la mort, j'essaye de faire des trucs propres et qui sont dignes dans la vie pour qu'elle se dise bon, pas encore, ça va, il se défonce, je passerai après. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a 3 passions, sa petite Elisa, 2 ans et demi, sa compagne, Christiana Reali, qui joue au théâtre voisin, et le foot, bien sûr. Je suis heureux dans ma famille, je suis heureux dans mon métier, et j'essaye de le mériter en prenant des risques, tout le temps, en recommençant tout. Parce que sinon... En 1854, Mais Francis Huster est fou de théâtre. Chaque soir, il monte sur scène, comme si c'était la première fois, la première pièce. Il adore la vie. Francis Huster, bonsoir. À travers ce portrait, on a le sentiment que vous êtes quelqu'un d'avide, boulimique, de nouveaux terrains, de nouvelles expériences, avec, vous le disiez, le goût du risque. Et cette fois-ci, vous êtes servi, vous avez votre dose d'adrénaline? Oui, puis en plus, le plaisir de jouer avec le public. C'est ça, la passion du théâtre, elle vient de là, jouer avec ses partenaires, mais comme là je suis tout seul, c'est le public qui est mon principal partenaire, puis défendre des textes aussi. Alors, on a le sentiment, on parlera des textes après, que c'est un peu un tournant, hein, c'est comme ça que vous avez envie qu'on en parle, un tournant dans votre carrière, comme si vous aviez envie de maîtriser un terrain que vous appréhendiez peu, c'est-à-dire la comédie et le rire. Oui, c'est-à-dire, je trouve que quand on a passé la cinquantaine, on ne peut pas continuer à jouer les jeunes premiers. J'ai eu toutes les chances dans ma vie, grâce à la Comédie Française, à Jean-Louis Barrault évidemment, et après avoir joué tout ce grand répertoire de romantique, je veux vraiment maintenant exploser. C'est une crise positive, on va dire. C'est une crise positive, c'est le tournant de ma vie, où on m'accepte ou on m'accepte pas. Et le rire, ça m'étonnerait, parce qu'on peut vous accepter dans différents registres. Vous jouez votre Vatou, là? Ah oui, je joue mon Vatou, c'est-à-dire qu'il y a à la fois dans ce texte fabuleux de Mirbeau, des textes qui sont des textes politiques, cruels, vraiment sensibles, qui font pleurer, mais il y a aussi à la fois des explosions de rire, et je pense souvent à des acteurs qui ont été pour moi des dieux vivants, comme Robert Hirsch, comme Michel Serrault, comme Galabru, comme Poiret. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantaisie et de drôlerie dans ces textes, mais aussi beaucoup de cruauté, de violence, de polémique. Et je me suis dit qu'au fond, quand vous abordiez la comédie, vous aviez quand même besoin de vous asseoir sur des textes classiques, des textes d'auteurs. Des textes d'auteurs. Parce que vous auriez pu prendre un jeune auteur, un texte contemporain, il y avait toute façon d'aborder la comédie. Oui, mais je pense que justement, le génie d'Octave Mirbeau, c'est d'être tout à fait moderne et jeune. C'est extraordinaire. Il y a des endroits dans le texte, quand il dit « Alors, Gasselin, ta femme est pas morte, c'est pas de la frime ». J'ai pas changé un mot. Il y a des gimmicks. C'est avant la lettre Raymond DeVos, Fernand Reynaud. Et j'ai voulu à la fois lui rendre hommage, parce qu'Octave Mirbeau est probablement un des 3 plus grands écrivains français du siècle, mais aussi j'ai voulu chercher ce qu'il peut y avoir de fort dans le comique, la violence. Le comique, ça ne veut pas dire faire le couillon, ça veut dire, comme faisait justement Fernandel ou Bourvil. On ne sent pas ça du tout en vous voyant sur scène. Hein. On sent que c'est très maîtrisé. Qu'est-ce que vous sentez? On sent que c'est très maîtrisé. On sent que vous avez à la fois un énorme plaisir, peut-être une douleur par instant, parce que c'est un texte dur. Et je pense que c'est dur d'occuper l'espace, parce qu'au fond, vous êtes seul, vraiment seul en scène. C'est un peu le pari, c'est comme un funambule, mais j'ai l'impression de repasser mon concours du conservatoire. C'est vrai. Et alors comment vous saurez si vous êtes reçu ou pas, et qui vous le dira? Le public, les critiques, vous-même? Le public, les critiques. Oui, moi-même, je suis tellement concentré dessus, je me rends pas compte, mais je sais que l'accueil depuis 4 jours à la Porte Saint-Martin, et c'est pas le cire-pompe ou le violon, c'est vrai que je suis dans un état euphorique. Alors, j'ai envie aussi de parler d'autre chose que théâtre, le cinéma. On a là aussi l'impression que c'est un terrain que vous n'avez pas tout à fait exploré, ou en tout cas que vous ne tenez pas
complètement. Oh, Et oui. j'ai le sentiment que c'est aussi ça votre prochain défi. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de tourner dans des films comme Le Dîner de con, Tout ça pour ça, beaucoup de Lelouch, beaucoup de films, Zulawski, des choses totalement différentes. Mais vous n'êtes pas encore dans une vraie carrière de cinéma. Ça a été un petit peu ma maîtresse, quoi, le cinéma. J'ai pris ça un petit peu par-dessus la jambe. Alors maintenant, je voudrais le faire autrement. J'ai consacré ma vie au théâtre et à la télévision. Et avec sérieux. Oui, d'accord. Alors je voudrais finir avec, dans le programme, vous avez mis en exergue une phrase que je vais citer donc. Il m'a fallu une vie pour comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus beau que l'art, c'est l'amour. Oui. C'est le sentiment. Oui, c'est Mirbeau qui a écrit ça, mais je partage totalement ça. On ne peut pas jouer sans amour. Et puis j'ai la chance d'être très amoureux et d'être très heureux. Vous adorez la vie. J'adore la vie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Réunion décisive à Vienne des ministres de l'OPEP avec un accord sur une augmentation de la production pétrolière à 800 000 barils par jour. Un geste sans doute insuffisant pour faire baisser le prix du carburant. Après le conflit des transporteurs routiers en France, l'effet de contagion en Belgique, manifestation dans le centre de Bruxelles, des camions, autocars et taxis en cortège. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivie de la série Urgence. À minuit 20, le dernier journal sera présenté par Ève Mété. Demain, le rendez-vous de 13h, 13h désormais, qui sera présenté par Gérard Rolls. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée à tous sur France 2. Et bien sûr, demain soir, vous retrouverez Claude Sérillon.